Les portes massives du grand salon du château de la Vallée se sont ouvertes, révélant une mer de visages tournés vers eux, un océan de murmures et de regards curieux. Amélie sentit le poids de chaque spectateur comme une pression physique sur ses épaules, mais son visage resta une sculpture de grâce et de sérénité. Sa main, gantée de soie, reposait sur le dossier du fauteuil roulant, le guidant à travers la foule avec une lenteur calculée. Le prince Antoine, son époux, avait le regard perdu dans le lointain, une expression de noble mélancolie parfaitement répétée. Il était sa plus grande acquisition, son chef-d'œuvre de patience et de stratégie. Elle ajusta la couverture en cachemire sur ses jambes immobiles, un geste maternel qui arracha un soupir d'admiration à une comtesse voisine. Personne ne devait savoir que ce geste, si tendre en apparence, était pour elle une simple vérification, l'assurance que sa pièce maîtresse était toujours en place, prête pour la performance de la soirée, une performance qui allait sceller leur avenir et surtout le sien. Antoine sentait le parfum de son épouse, un mélange de lys et de glace, flottait autour de lui, aussi captivant que suffocant. Il était un roi sur un trône sans pouvoir, un spectateur silencieux de sa propre vie, orchestré par la femme à ses côtés. Chaque contact de sa main sur son fauteuil était une décharge électrique, un rappel constant de la cage dorée dans laquelle il était enfermé. Il observait la foule à travers un voile de résignation feinte, analysant chaque sourire, chaque inclination de tête. Il voyait la faim dans les yeux des hommes et l'envie dans ceux des femmes, tous fascinés par Amélie, l'héritière qui avait sauvé le prince déchu. Il savait que pour elle, il n'était qu'un accessoire précieux, le dernier joyau manquant à sa couronne sociale. Mais sous la couverture, à l'abri des regards, ses doigts se crispaient, ses muscles se tendaient, réveillant une force qu'il cachait au monde, une promesse silencieuse de tempête à venir dans ce ciel faussement serein. Un homme s'approcha, un rival en affaires dont le sourire était aussi tranchant qu'une lame. « Madame la princesse, votre dévouement est admirable. Votre mari est une si belle décoration pour ce magnifique château. » La phrase flotta dans l'air chargée de venin. Le silence se fit autour d'eux. Antoine sentit une rage froide monter en lui, mais Amélie réagit avant même qu'il ne puisse esquisser un mouvement. Sa voix douce mais inflexible coupa l'air. « Monsieur Dubois, mon mari n'est pas une décoration. Il est le cœur de cette demeure et le sang de cette lignée. Contrairement à certains, sa valeur n'est pas cotée en bourse. Elle est éternelle. » Sa réplique fut si chirurgicale, si parfaite, qu'elle laissa l'homme sans voix. Antoine comprit alors que ce n'était pas de l'amour, mais la défense acharnée d'un investissement inestimable. Si cette histoire, où l'honneur et l'ambition s'affrontent dans un silence assourdissant, touche déjà votre cœur, abonnez-vous pour ne rien manquer des tempêtes qui s'annoncent. L'homme s'éloigna, le visage défait, et la musique reprit son cours comme si rien ne s'était passé. Amélie ne jeta pas un seul regard à Antoine. Son attention était déjà ailleurs, son sourire de nouveau en place, saluant un autre invité. Mais Antoine avait senti la vibration de sa fureur à travers le cadre du fauteuil. Il connaissait cette colère froide. Il l'avait vue à l'œuvre lors de négociations impitoyables. Il l'avait sentie dans la signature glaciale de leur contrat de mariage. C'était la colère d'une reine protégeant son royaume, et il était la pièce maîtresse de cet échiquier. Il ferma les yeux un instant, se concentrant sur les sensations qui parcouraient en ses jambes, une vie secrète et vibrante qu'il nourrissait dans l'ombre. Il était son secret le mieux gardé, sa plus grande faiblesse, et elle l'ignorait totalement. La soirée n'était qu'un prélude, une mise en scène avant que le rideau ne se lève sur la véritable pièce qui allait se jouer entre eux, loin des regards admiratifs. Le moment arriva. Un maître de cérémonie annonça le discours de la princesse Amélie. Elle poussa son fauteuil vers une estrade installée au centre du salon. Les lumières se tamisèrent, et un unique projecteur les isola du reste du monde, les plaçant au cœur d'un cercle de lumière crue. Elle se tenait à côté de lui, une déesse protectrice, sa main délicatement posée sur son épaule. C'était le point culminant de sa stratégie, l'instant où elle allait publiquement lier son nom et sa fortune à la grandeur de la lignée des Valois, représentée par ce prince brisé. Elle devait faire un choix public, celui de réaffirmer son engagement, de sceller leur image de couple parfait face à l'élite de la nation. Pour Antoine, ce fut le moment de la plus profonde humiliation, une prison de lumière où son silence était interprété comme un consentement, où son immobilité était la preuve de son impuissance, alors qu'en lui,
Un volcan attendait son heure pour entrer en éruption. Elle parla avec une éloquence qui captiva l'audience, évoquant le devoir, l'héritage et l'amour sacrificiel, chaque mot étant un clou de plus dans le cercueil de la vérité. Les applaudissements furent assourdissants. Un triomphe pour elle, une torture pour lui. La décision avait été prise, ou plutôt, elle l'avait imposée à tous. Leur union était un roc inébranlable. Elle se retrouvait désormais prisonnière de ce mensonge parfait, acclamée pour une vertu qu'elle ne possédait pas. Ce qu'Antoine exigeait d'elle, sans un mot, était qu'elle continue à jouer ce rôle à la perfection, car chaque geste de dévotion creusait un peu plus la tombe de ses propres ambitions. Mais pour comprendre la glace qui habitait ses yeux et le feu qui couvait en lui, il fallait remonter une semaine en arrière, au jour où la plume avait glissé sur le papier de leur contrat, scellant leur destin dans un pacte de convenance et de secrets mortels. Une semaine avant cette soirée, avant que le monde ne la contemple en déesse du sacrifice, Amélie se tenait seule dans le bureau lambrissé de son père. La pluie fine de novembre striait les hautes fenêtres, transformant Paris en une aquarelle grise et mélancolique. Le téléphone, posé sur le buvard en cuir, était encore chaud de la conversation qui venait de briser sa vie en 1000 morceaux. La voix de son père, autrefois un roc de commandement, n'était plus qu'un murmure brisé, avouant la ruine, l'effondrement total de l'empire financier familial. Chaque mot avait été un coup de marteau sur le cristal de ses certitudes. Elle regarda son reflet dans la vitre sombre. Une jeune femme parée de soie et de perles, dont le monde venait de s'écrouler dans un silence assourdissant. La chute ne serait pas seulement financière, elle serait sociale, une exécution publique au cœur de l'élite qui l'avait couronnée. Elle sentit un froid glacial l'envahir, non pas de peur, mais d'une rage pure et calculatrice qui commençait à geler ses larmes avant même qu'elles ne puissent couler. Les jours suivants furent un ballet cruel de faux semblants et de chuchotements empoisonnés. La nouvelle, bien que non officielle, se propagea comme une traînée de poudre dans les salons parisiens. Les invitations se firent le plus rares, les sourires plus forcés, les regards plus insistants. Lors d'un vernissage au Grand Palais, elle sentit le poids de la pitié et de la curiosité morbide sur ses épaules, une cape invisible et suffocante. Les femmes qui la jalousaient hier la dévisageaient maintenant avec une compassion feinte, savourant sa chute imminente. Amélie, cependant, ne leur offrit pas le spectacle de son désespoir. Elle traversa la foule la tête haute, son port altier et son sourire énigmatique formant une armure impénétrable. Chaque pas était une déclaration de guerre silencieuse. Elle n'était pas une victime. Elle était une reine déchue, planifiant déjà la reconquête de son trône, et elle était prête à sacrifier n'importe quelle pièce sur l'échiquier pour y parvenir, y compris son propre cœur si nécessaire. Le soir même, son père la convoqua. Il n'était plus l'homme d'affaires redoutable qu'elle avait toujours admiré, mais une ombre courbée par la défaite, assis dans l'obscurité de sa bibliothèque. Il ne lui parla pas de chiffres, mais d'honneur. Il lui parla du nom de leur famille, un héritage bâti sur des générations qui risquait d'être traîné dans la boue de la faillite. Il posa sur la table un lourd dossier relié de cuir, le bilan de leur désastre. En le feuilletant, Amélie ne vit pas des dettes, mais des visages, ceux de ses ancêtres dont les portraits la fixaient depuis les murs. La pression était insoutenable. Elle n'était plus seulement Amélie, la femme d'affaires brillante, mais la dernière gardienne d'un temple en ruine. Son père lui avait tendu le fardeau de leur salut, un poids qui écraserait quiconque, mais qui, en elle, cristallisa une détermination d'acier. Elle ne se contenterait pas de sauver leur nom, elle le rendrait plus puissant que jamais. C'est alors que le nom des Valois fut prononcé, comme une incantation magique dans la pénombre de la défaite. Une lignée princière ancienne, prestigieuse, dont le blason valait plus que tout l'or du monde, mais dont les coffres étaient désespérément vides. Et puis, le détail crucial, le prince Antoine, l'unique héritier, confiné à un fauteuil roulant depuis un accident, un prince brisé. L'idée fut présentée comme une évidence, une fusion stratégique entre son capital chancelant et son titre inestimable. Un mariage. Amélie ressentit une vague de répulsion. Lier sa vie, son ambition, son corps à un homme diminué, un invalide qu'elle devrait soigner et exposer comme un trophée, c'était une humiliation d'un autre genre. Elle regarda par la fenêtre, la tour Eiffel scintillant au loin, un phare dans sa nuit de doute. Le monde extérieur était une jungle, et elle devait choisir entre être la proie ou le prédateur le plus impitoyable de tous.
Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle erra dans les pièces silencieuses de son appartement luxueux, un mausolée de sa vie passée. Elle caressa la soie froide des rideaux, le marbre des cheminées, les reliures des livres qu'elle n'avait jamais lus. Chaque objet était un rappel de ce qu'elle allait perdre, du statut pour lequel elle s'était battue. Les visages condescendants de ses anciennes amies défilaient dans son esprit, leurs murmures résonnant plus fort que le silence. La honte était un acide qui lui rongeait l'âme. Au petit matin, alors que les premières lueurs blafardes éclairèrent la ville, sa décision était prise. La pitié était une faiblesse, l'amour un luxe qu'elle ne pouvait plus s'offrir. Elle allait accepter ce pacte. Elle allait épouser ce prince, le transformer en son plus bel atout, le socle sur lequel elle reconstruirait son empire. Elle ne serait pas la princesse dévouée, mais l'architecte de sa propre rédemption, quitte à bâtir son avenir sur les ruines de la vérité et de la compassion. Le lendemain matin, assise à son bureau, elle était métamorphosée. Le doute avait laissé place à une froide résolution. Ses cheveux étaient tirés en un chignon parfait, son tailleur d'une coupe impeccable. Elle était redevenue la femme d'affaires, prête pour la négociation la plus importante de sa vie. C'est alors qu'un coursier apporta une enveloppe épaisse, scellée par la cire rouge portant le blason des Valois. Ce n'était pas une demande, mais une proposition formelle, un contrat de mariage détaillé, clinique et sans fioritures. Sa vulnérabilité, la ruine de sa famille, était son point faible, la faille dans son armure que cet accord promettait de combler. Avec un coupe-papier en argent, elle brisa le sceau. Le geste fut net, précis, irrévocable. Elle ne lisait pas une promesse d'avenir, mais les termes de sa capitulation et simultanément le plan de sa future victoire. La porte venait de s'ouvrir sur le chemin qui la mènerait au château de la Vallée et au cœur du jeu dangereux qu'elle s'apprêtait à jouer avec le prince Antoine. La cire rouge brisée gisait sur le bureau comme une goutte de sang figé, le premier sacrifice sur l'autel de son ambition. Amélie ne relut pas les clauses du contrat. Elle les connaissait par cœur, chaque mot gravé dans son esprit, comme les termes d'une reddition qui ressemblait étrangement à une déclaration de guerre. Elle se leva, le mouvement fluide et décidé, effaçant toute trace d'hésitation de la nuit précédente. Le chemin qui s'ouvrait devant elle n'était pas celui du cœur, mais de la pure stratégie. Elle ordonna à son chauffeur de la conduire dans la vallée de la Loire, un pèlerinage vers son avenir incertain. Pendant le trajet, elle regarda le paysage défiler, les vignobles endormis sous le ciel d'automne, un monde de traditions et de terres anciennes qu'elle s'apprêtait à conquérir. Le château de la Vallée apparut d'abord comme une silhouette lointaine, une forteresse de pierre et d'ardoise se découpant sur l'horizon, un royaume endormi attendant sa nouvelle reine, ou peut-être sa nouvelle geôlière. L'arrivée fut silencieuse, presque solennelle. Les pneus de la berline crissèrent doucement sur le gravier de l'allée principale et le bruit sembla être absorbé par la masse imposante du château. Un majordome âgé, dont le visage était une carte de loyauté et de service discret, l'accueillit à la porte sans un mot de trop, la conduisant à travers des couloirs où le temps semblait s'être arrêté. Des tapisseries aux couleurs passées racontaient des batailles oubliées, et des portraits d'ancêtres au regard sévère la suivaient de leurs yeux peints, la jugeant, l'évaluant. Amélie sentait le poids de cette histoire, de cette lignée qui s'infiltrait dans l'air froid des salles immenses. Elle n'était pas intimidée, mais plutôt galvanisée. Elle était une force nouvelle, moderne, venue réveiller ce mausolée de sa torpeur. Le cliquetis de ses talons sur le marbre poli était le seul son contemporain dans ce sanctuaire du passé, l'annonce d'une invasion inévitable. Il était là, dans la grande bibliothèque, près d'une immense baie vitrée qui donnait sur les jardins à la française, figée par le gel matinal. Le prince Antoine était assis dans son fauteuil roulant, non pas comme un homme diminué, mais comme un roi sur son trône, une silhouette sombre contre la lumière pâle de l'extérieur. Il ne se tourna pas immédiatement vers elle, son regard perdu dans la contemplation de son domaine. Amélie s'arrêta à quelques pas, observant la scène. Elle avait étudié des photos de lui, mais aucune n'avait capturé cette aura de dignité silencieuse, cette immobilité qui n'était pas de la faiblesse, mais une forme de pouvoir contenu. Il avait le visage fin des Valois, des traits aristocratiques que ni l'accident ni le malheur n'avaient pu effacer. Quand il tourna enfin la tête vers elle, ses yeux, d'un bleu profond et glacial, la fixèrent sans la moindre trace de pitié ou de curiosité.
C'était le regard d'un homme qui attendait, qui savait. De son côté, Antoine l'avait senti entrer bien avant de l'entendre. Son parfum, un mélange sophistiqué de fleurs blanches et d'agrumes, avait précédé sa présence, annonçant une vitalité presque agressive dans le calme feutré de la pièce. Il l'observa s'approcher, sa démarche assurée, son tailleur impeccable, une armure moderne contre les fantômes de son château. Il vit tout en elle en un instant, l'ambition d'acier, la peur de la chute cachée sous des couches de perfection, la faim de pouvoir qui miroitait dans son regard. Elle était exactement comme il l'avait imaginé, une prédatrice magnifique et déterminée. Sa voix, quand il parla, fut calme et profonde, tranchant le silence sans effort. « Mademoiselle, je vois que notre proposition a retenu votre attention. Un document remarquable, n'est-ce pas? D'une honnêteté presque brutale. Il n'y avait aucune chaleur dans ses mots, seulement le constat clinique d'une transaction inévitable. » Amélie ne se laissa pas déstabiliser par son ton distant. Elle y vit un défi et le releva sans ciller, s'approchant jusqu'à se tenir devant lui, le bureau en acajou les séparant comme une frontière. Sa première impression de lui était déconcertante. Elle s'attendait à de la mélancolie, peut-être de l'amertume, mais elle ne trouva qu'une intelligence acérée et une force de caractère inattendue. Cet homme n'était pas la pièce décorative qu'elle avait prévue. « Votre Altesse, » répondit-elle d'une voix tout aussi maîtrisée, « je suis ici parce que ce document, comme vous le dites, est honnête. Il expose une situation où nos intérêts convergent. Mon capital peut préserver votre héritage, et votre nom peut sécuriser mon avenir. C'est un partenariat, pas un conte de fées. Je ne suis pas venu chercher la pitié, mais signer un accord. » Elle avait posé ses cartes sur la table, choisissant la franchise comme arme principale dans cette première confrontation. Un silence s'installa, lourd et vibrant, un duel de volonté mené à travers des regards. Antoine esquissa un très léger sourire, une courbe presque imperceptible sur ses lèvres, qui ne toucha pas ses yeux. Il avait trouvé une adversaire à sa mesure. « Un partenariat, en effet, » dit-il lentement, en pesant chaque syllabe. « Alors que les choses soient claires, mademoiselle. Vous n'épousez pas seulement un homme dans un fauteuil. Vous épousez ce château, ces terres, et les siècles de devoirs qui les accompagnent. Ma proposition est simple. Votre fortune contre mon monde. Si vous acceptez, vous devenez la gardienne de cet héritage, avec toutes les chaînes que cela implique. » C'était un avertissement, un ultimatum. Amélie sentit le poids de ses paroles, la réalité de la cage dorée qu'il lui présentait. Elle inclina simplement la tête, un geste d'acceptation royale. Elle ne reculerait pas. Le pacte était scellé, non sur le papier, mais dans cet échange glacial. La prochaine étape serait de vivre avec les conséquences de son choix. Le pacte était conclu, non par une poignée de main, mais par un silence qui scella le destin de deux empires. Amélie ne quitta pas le château. Ses affaires arrivèrent le lendemain. Une vague de malles de luxe et de technologie moderne qui déferla sur les couloirs séculaires. Son ordinateur portable trônait désormais sur un bureau marqueté du XVIIIe siècle. Son téléphone vibrait sur des parchemins anciens. Elle commença immédiatement à imposer sa marque. Sa présence, une force organisatrice et implacable dans la quiétude poussiéreuse du domaine. Ses ordres étaient clairs, ses attentes précises, mais elle se heurta à un mur invisible, une résistance passive et polie de la part du personnel, dont les regards glissaient constamment vers le prince silencieux dans son fauteuil, attendant son approbation tacite. Chaque couloir devint un champ de bataille silencieux, chaque pièce un territoire à conquérir, et elle comprit vite que son argent lui avait acheté un titre, mais pas encore le pouvoir. Depuis son fauteuil, Antoine l'observait. Il la regardait transformer son monde avec une efficacité redoutable, une tempête en tailleur Chanel qui balayait les toiles d'araignée de sa léthargie. Une partie de lui, la partie qui chérissait l'ordre immuable des choses, était profondément irritée par cette intrusion. Mais une autre partie, celle qu'il gardait enfouie sous des couches de résignation calculée, était fascinée. Il voyait la discipline d'acier dans sa posture, mais il décelait aussi les fines fissures dans son armure. Un soir, il la vit s'arrêter devant une fenêtre, le regard perdu sur les terres sombres. Et pendant une fraction de seconde, ses mains gantées de cuir tremblèrent imperceptiblement. Ce n'était pas de la peur, mais une tension, la vibration d'une corde trop tendue. Il comprit qu'elle menait une guerre sur plusieurs fronts, et il se demanda, pour la première fois,
si elle n'était pas aussi prisonnière de ce château que lui. La résistance avait un visage, celui de Madame Dubois, la gouvernante qui servait les Valois depuis avant sa naissance. C'était une femme petite et sèche, dont la loyauté était une forteresse imprenable. Elle exécutait les ordres d'Amélie à la lettre, mais avec une lenteur et une précision qui en sapaient toute l'autorité. Quand Amélie voulut changer les lourds rideaux de velours du grand salon, Madame Dubois lui expliqua d'une voix dénuée d'émotion que Son Altesse le Prince a toujours apprécié la pénombre. Elle favorise sa concentration. Chaque tentative de modernisation se heurtait à la tradition, chaque initiative à l'héritage. Amélie comprit que cette femme n'était pas une simple employée, mais la gardienne du temple, le bras armé de la volonté silencieuse d'Antoine. C'était une guerre d'usure, menée par des sourires glacials et des phrases polies qui cachèrent des poignards. Frustrée par cette forteresse de tradition, Amélie déplaça son offensive sur le terrain qu'elle maîtrisait le mieux, les finances. Elle exigea l'accès au bureau principal du château, une pièce lambrissée de chênes sombres où les comptes de la famille étaient tenus depuis des générations. Elle s'y enferma des jours durant, déchiffrant des registres manuscrits, traçant le lent déclin de la fortune des Valois. C'était un chaos organisé de dettes dissimulées et d'investissements malheureux. Elle y voyait une opportunité, non seulement de sauver le domaine, mais de le plier à sa volonté, de le reconstruire à son image. Cependant, un grand livre relié de cuir, celui qui contenait les actifs les plus secrets, restait fermé par une serrure complexe dont seul Antoine possédait la clé. Il le laissait bien en vue sur son bureau, un défi muet, une invitation à un jeu d'échecs dont il contrôlait encore les pièces maîtresses. Une nuit, l'insomnie la guida vers la bibliothèque, le cœur battant du pouvoir silencieux d'Antoine. Elle le trouva là, non pas en train de lire, mais de contempler un portrait massif, celui d'un de ses ancêtres, un connétable de France au regard dur. La lueur de la lune filtrait à travers les hautes fenêtres, sculptant son visage dans l'ombre et la lumière. Pour la première fois, elle ne le vit pas comme un obstacle ou un atout, mais comme un homme écrasé par le poids de son propre nom. Elle s'approcha sans un mot. Il ne tourna pas la tête, mais sa voix résonna dans le silence. Il a tout perdu à la guerre, sauf son honneur. Parfois, je me demande lequel est le plus lourd à porter. Cette question, suspendue dans l'air froid de la nuit, n'était pas pour elle, mais pour lui-même, et pourtant, elle l'a reçue comme une confession, un rare aperçu de la vulnérabilité qu'il cachait si farouchement au monde. 3 semaines s'étaient écoulées depuis son arrivée. Le château n'était plus un mausolée endormi, mais le théâtre d'une guerre froide, une tension constante faite de regards lourds, de silences calculés et d'une étrange fascination mutuelle. Amélie avait réussi à restructurer une partie des dettes, mais elle sentait que le véritable pouvoir lui échappait encore, incarné par la loyauté inébranlable de Madame Dubois et les clés qu'Antoine gardait précieusement. C'est alors qu'elle prit la décision qui allait tout précipiter. Elle organisa une grande réception, un événement somptueux pour officialiser son nouveau statut et présenter au monde l'image d'un couple uni et dévoué. C'était une manœuvre stratégique pour rassurer les créanciers et asseoir son autorité. Elle l'annonça à Antoine non comme une proposition mais comme une nécessité, ignorant que ce bal serait la scène de sa plus grande performance et de sa plus profonde humiliation. La soirée de gala battait son plein, une symphonie de cristal, de rires feutrés et de conversations murmurées sous les lustres monumentaux du château de la Vallée. 3 semaines s'étaient écoulées, 3 semaines d'une guerre froide polie, et cet événement était le couronnement de la stratégie d'Amélie, sa consécration publique. Elle se déplaçait avec une grâce étudiée, son époux à ses côtés, une présence silencieuse et noble qui validait chaque geste, chaque sourire. Elle était la maîtresse des lieux, une reine dans son palais reconquis, et chaque regard admiratif était une victoire sur le doute et la peur qui la rongeaient en secret. Elle ajusta la couverture sur les genoux d'Antoine, un geste de dévotion pour la galerie, mais pour lui, c'était le rappel constant de la performance qu'il jouait. Il la regardait tisser sa toile, fasciné et révolté, attendant le moment où un seul finirait par céder sous la tension de leurs mensonges. Le moment arriva sous les traits de M. Dubois, l'homme qu'elle avait publiquement humilié quelques semaines plus tôt. Il s'approcha d'eux, non plus avec la prudence d'un rival, mais avec l'assurance d'un prédateur qui a senti l'odeur du sang. Son sourire était une lame de rasoir. Ses yeux brillaient d'une lueur triomphante. « Princesse,
dit-il d'une voix faussement déférente qui porta loin dans le silence soudain qui s'était fait autour d'eux, « je dois vous féliciter. Réussir un tel mariage, une telle fusion d'intérêts, surtout quand on sait à quel point votre famille avait désespérément besoin d'un sauvetage. » La phrase tomba comme une pierre dans un lac tranquille, créant des ondes de choc qui se propagèrent à travers l'assemblée. Amélie sentit le sol se dérober sous ses pieds, mais son visage resta une sculpture de marbre impassible, tandis qu'Antoine, à côté d'elle, ne bougea pas d'un millimètre, son regard fixé sur l'homme, attendant la suite de l'exécution. Dubois savoura son effet, laissant les murmures enfler avant de porter le coup de grâce. « En effet, » poursuivit-il, la voix chargée d'une pitié venimeuse, « la nouvelle de la faillite imminente de l'empire de votre père commence à faire grand bruit à Paris. On doit admirer votre sens du timing, votre pragmatisme. Épouser un titre pour sauver un nom de la disgrâce, c'est une stratégie audacieuse. Presque aussi audacieuse que de le faire avec un homme qui ne peut même pas se lever pour vous défendre. » L'humiliation fut totale, absolue. Ce n'était plus une insinuation, mais une accusation publique qui la déshabillait de sa dignité, la réduisant à une simple aventurière, une croqueuse de fortune désespérée. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri, un tribunal silencieux dont le verdict venait d'être rendu. Tous les regards étaient tournés vers elle, la disséquant, la jugeant, savourant sa chute. Dans ce silence glacial, Amélie ne s'effondra pas. Elle sentit une vague de froid la parcourir, gelant ses larmes avant même qu'elles ne puissent naître. Sa colonne vertébrale, droite comme un i, semblait être la seule chose qui la maintenait encore debout dans ce monde qui venait de s'écrouler. Elle ne regarda pas son bourreau. Ses yeux, devenus deux éclats de glace, se tournèrent lentement vers Antoine. C'était un appel muet, une question suspendue dans l'air. Elle ne lui demandait pas de l'amour ni même de la pitié. Elle lui demandait de défendre son investissement, de protéger l'honneur du nom qu'elle portait désormais, de jouer son rôle dans la pièce qu'ils avaient écrite ensemble. Elle attendit une seconde, une éternité, que sa voix s'élève pour la défendre, pour anéantir cet homme comme elle l'avait fait pour lui. Mais la voix d'Antoine ne vint jamais. Son silence fut sa condamnation. Son regard ne quitta pas celui de son mari, et dans cette fraction de seconde, elle comprit tout. Elle vit dans ses yeux non pas de la faiblesse, mais une décision froide et délibérée. Il l'avait laissé être sacrifié. C'était sa punition, sa vengeance pour l'avoir traité comme un objet. Le lien invisible qui les unissait, ce pacte de pouvoir et de survie venait de se briser. Sans un mot, sans une larme, elle détourna les yeux. Elle adressa un léger, un imperceptible signe de tête à l'assemblée pétrifiée, un adieu royal. Puis, elle tourna les talons et traversa le grand salon, sa démarche lente et mesurée, chaque pas un effort surhumain pour ne pas courir, pour ne pas hurler. Elle quitta la lumière crue des lustres, s'enfonçant dans les couloirs sombres du château, laissant derrière elle les ruines de sa réputation et un prince immobile dans son fauteuil, seul au milieu de sa victoire amère. Antoine la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Une partie de lui exultait, une satisfaction cruelle de voir cette femme d'acier enfin brisée, son orgueil mis à nu. Mais une autre émotion, inattendue et dérangeante, commença à poindre dans le chaos de ses pensées. C'était un mélange de respect pour la dignité dont elle avait fait preuve dans sa défaite et une pointe de regret, un sentiment étrange et inconfortable qui ressemblait à de la culpabilité. Il avait eu le pouvoir de la sauver, de prononcer un seul mot qui aurait changé le cours de la soirée, mais il avait choisi le silence. Il sentit le poids de ce silence s'abattre sur lui, plus lourd que ses jambes immobiles. Il savait exactement où elle était allée se réfugier, dans la serre abandonnée au fond du parc, le seul endroit du domaine qu'elle avait tenté de faire revivre, un jardin d'hiver où les fleurs luttaient pour survivre au gel, tout comme elle. Il se dirigea vers la serre, le crissement des roues de son fauteuil sur le gravier gelé étant le seul son qui brisait le silence glacial de la nuit. Une certitude cruelle le guidait, la conviction qu'il la trouverait là, parmi les plantes à l'agonie, une reine déchue, pleurant sur son royaume en ruine. Il voulait voir ses larmes. Il avait besoin de ce spectacle pour valider sa vengeance. Mais en poussant la porte vitrée, il ne trouva que le froid et l'odeur de la terre humide. La serre était vide. Sur une petite table de rempotage, une paire de gants de jardinage en cuir fin était posée, encore légèrement marquée par la forme de ses mains.
Elle était venue ici, mais elle était partie. Un frisson qui n'avait rien à voir avec la température le parcourut. Le château, soudain, lui parut immense, silencieux et hostile, et sa victoire se mua en un sentiment inconnu et dérangeant. La solitude. Il avait brisé son orgueil, mais dans le processus, il avait peut-être brisé la seule chose vivante qui restait entre ses murs. Amélie conduisait sans but, les phares de sa petite voiture de ville, qu'elle gardait pour ses escapades anonymes, fendant la nuit de la campagne. Elle avait fui le château comme une voleuse, n'emportant rien d'autre que le sac à main qu'elle portait, et la dignité en lambeaux qui lui restait. La douleur de l'humiliation était une braise ardente dans sa poitrine, mais aucune larme ne coulait sur son visage de marbre. Ses émotions étaient gelées, mises en attente par un instinct de survie plus puissant que tout. Elle roulait vers Paris, non pas le Paris des lumières et des réceptions, mais le Paris anonyme des rues secondaires et des hôtels sans nom. Elle ne savait pas ce qu'elle ferait, comment elle vivrait, mais elle savait une chose, elle ne retournerait jamais en arrière. Le château était une cage dorée, et elle venait d'être violemment éjectée. Dans cette chute, aussi terrible soit-elle, elle sentit le vertige d'une liberté inattendue et terrifiante, celle de n'avoir plus rien à perdre. Les jours qui suivirent furent un supplice de silence pour Antoine. Le personnel se déplaçait dans le château comme des fantômes, leur regard poli mais vide le condamnant sans un mot. Madame Dubois, sa fidèle gouvernante, organisait ses journées avec une efficacité glaciale. Mais il y avait dans ses gestes une nouvelle distance, une désapprobation muette qui le frappait plus durement que n'importe quel reproche. Il avait lancé des recherches discrètes, engageant des enquêteurs privés pour la retrouver, mais c'était un geste mécanique, une tentative de calmer la tempête qui grondait en lui. Il passait des heures dans la bibliothèque, non pas à lire, mais à fixer le fauteuil vide qu'elle occupait lors de leur première rencontre. Il revoyait son visage au moment de l'attaque de Dubois, cette dignité inébranlable face à la destruction. Il avait voulu la briser pour se sentir fort, mais son absence ne lui laissait qu'un goût de cendre et la conscience aiguë de sa propre cruauté. Pendant ce temps, à Paris, Amélie survivait. Elle avait loué une chambre modeste, dans un petit hôtel du quartier de Montmartre, payant en liquide avec l'argent de la vente d'un bracelet en diamant, le dernier vestige de son ancienne vie. La chambre était petite, le papier peint démodé, et la fenêtre donnait sur une cour intérieure bruyante. Pourtant, pour la première fois depuis des années, elle se sentait respirer. Loin des attentes, des faux semblants et du poids d'un nom à sauver, elle n'était personne. Elle passait ses journées à marcher dans la ville, le visage caché par un foulard et des lunettes de soleil, redécouvrant des lieux qu'elle n'avait jamais vraiment vus, se perdant dans la foule anonyme. La douleur était toujours là, une ombre fidèle, mais elle n'était plus paralysante. C'était une douleur propre, la sienne, qui ne servait plus de carburant à son ambition, mais qui commençait lentement à sculpter une nouvelle femme dépouillée et étrangement sereine. 2 semaines s'étaient écoulées, 14 jours d'un silence assourdissant qui avait transformé le regret d'Antoine en une obsession dévorante. Les enquêteurs n'avaient rien trouvé. Amélie s'était évaporée, ne laissant aucune trace numérique, aucune piste financière. C'était comme si la femme d'affaires sophistiquée et hyper connectée n'avait jamais existé. Un soir, dans un accès de frustration, il se rendit dans le bureau qu'elle avait occupé, un sanctuaire de son efficacité qu'il avait jusqu'alors évité. Il fouilla dans les tiroirs, cherchant un indice, n'importe quoi. Il ne trouva que des dossiers impeccablement classés. Mais sous une pile de documents, une seule feuille de papier attira son attention. Ce n'était pas un plan ou une lettre, mais une facture acquittée pour la location d'un petit box de stockage dans le 18e arrondissement de Paris, datant de plusieurs mois avant leur mariage. Un lieu secret, un refuge qu'elle s'était ménagé bien avant la catastrophe. Cette facture était plus qu'une simple piste. C'était la clé de l'énigme qu'elle était devenue. 2 semaines de silence avaient suffi à éroder toute sa colère, ne laissant place qu'à un besoin impérieux de comprendre, de la revoir. Il savait maintenant où elle se cachait, non pas son adresse exacte, mais le cœur de son territoire secret, dans ce quartier populaire de Paris si loin de leur monde. Cette nuit-là, Antoine prit une décision qui allait changer le cours de leur histoire. Il ne lui enverrait pas ses hommes, il irait lui-même. Il se leva de son fauteuil, ses jambes tremblantes mais fermes après des années d'entraînement secret,
et se dirigea vers la grande fenêtre. Il regarda le parc endormi sous la lune et sut que le jeu était terminé. Le lendemain, il ne serait plus le prince infirme se cachant derrière son orgueil, mais un homme allant chercher la femme qu'il avait détruite, pour lui faire face avec la seule vérité qui comptait désormais. Le lendemain, avant que les premières lueurs de l'aube ne viennent teinter de gris les vieilles pierres du château, Antoine se tenait debout dans le grand hall. Le fauteuil roulant, vide et silencieux, reposait près de la porte comme une relique d'une vie révolue, un trône abandonné. Madame Dubois, figée sur le seuil de la cuisine, le regardait avec des yeux écarquillés, un mélange de stupeur et d'une admiration qu'elle ne parvenait pas à dissimuler. Il n'offrit aucune explication. Chaque pas sur le marbre froid était une victoire sur des années de mensonges, une réclamation de son propre corps et de son destin. Il quitta la forteresse de son passé sans un regard en arrière, montant dans la berline qui l'attendait, non plus comme un prince infirme conduit par son chauffeur, mais comme un homme ordinaire en route pour réparer la plus grande erreur de sa vie, une erreur qui avait le visage et le nom d'Amélie. Le voyage vers Paris fut un long silence, une transition entre deux mondes. Le luxe feutré de la voiture contrastait violemment avec la destination qu'il s'était fixée. Le 18e arrondissement, un labyrinthe de rues pavées et de vieilles bâtisses si loin des avenues dorées qu'ils avaient autrefois arpentées ensemble. Le box de stockage ne fut qu'un point de départ, un espace froid et impersonnel qui ne contenait que quelques caisses de livres et des vêtements d'une vie antérieure. Un kit de survie préparé avec une prescience qui le frappa au cœur. Il comprit qu'elle ne se cachait pas là. Alors, il se mit à marcher. Il erra dans les rues de Montmartre, scrutant les visages, respirant l'air chargé de l'odeur du pain chaud et de la peinture fraîche, s'imprégnant de l'atmosphère de ce Paris populaire qu'il n'avait jamais connu, cherchant un écho de sa présence dans l'anonymat de la foule. Et puis, il la vit. À travers la vitrine embuée d'une petite librairie café, nichée dans une ruelle tranquille. Elle n'était pas la femme d'affaires glaciale, ni la princesse au port altier. Elle portait un simple pull en laine, ses cheveux détachés tombaient sur ses épaules, et son visage, dépourvu de maquillage, laissait paraître une fatigue et une tristesse qui le poignardèrent. Elle tenait une tasse de café entre ses mains et lisait un vieux roman, le regard perdu dans les pages, comme si elles étaient son seul refuge. À cet instant, Antoine ne vit plus l'ennemi, la calculatrice, la femme qui l'avait trahi. Il vit la femme derrière la forteresse, la prisonnière d'une ambition qui l'avait dévorée, et il sentit une vague de compassion inattendue submerger la colère et le désir de vengeance qui l'avait animé jusqu'alors. Il poussa la porte. Le tintement d'une clochette brisa le silence feutré du lieu. Leurs regards se croisèrent par-dessus les étagères de livres. La surprise sur le visage d'Amélie fut totale, une fraction de seconde de vulnérabilité pure avant que le masque de glace ne se reforme, plus dur et plus impénétrable que jamais. Elle se leva lentement, sa chaise raclant le plancher, son corps entier tendu comme une corde d'arc. La tasse de café trembla dans sa main. « Que faites-vous ici » Sa voix était un murmure tranchant, une lame de glace, destinée à le tenir à distance. Il ne répondit pas tout de suite, s'avançant de quelques pas, fermant la distance entre eux, jusqu'à ce que l'air soit saturé de leur histoire brisée. De ces 2 semaines de silence et de douleur, un champ de bataille invisible s'étendant sur le parquet usé de ce petit café parisien. Il s'arrêta à une table d'aile, la regardant droit dans les yeux, la laissant lire sur son visage toute la fatigue de sa quête, tout le poids de sa décision. Il savait que les accusations et les reproches ne serviraient à rien, qu'ils ne feraient que renforcer ses défenses. Il devait abattre les murs, pas les attaquer de front. Alors il choisit la vérité la plus simple et la plus dévastatrice. « Je suis venu vous chercher », dit-il d'une voix calme, presque neutre. Puis il ajouta les 2 mots qui allaient faire s'effondrer son univers. « À pied ». Ce n'était pas une simple phrase, mais la révélation de son secret le plus profond, la preuve de sa propre tromperie. Il vit l'incompréhension dans ses yeux, puis le choc pur, la réalisation que l'homme qu'elle croyait avoir dominé, l'invalide qu'elle avait méprisé, n'avait jamais existé. Le masque d'Amélie se fissura, non pas sous le coup de la colère, mais de la pure confusion. Son regard descendit le long de son corps, s'attardant sur ses jambes, comme pour vérifier l'impossible vérité qu'il venait de lui jeter au visage. Elle resta sans voix,
sa main se crispant sur le dossier de sa chaise. Le pouvoir venait de basculer de manière irréversible. Il n'était plus le prince infirme et l'héritière calculatrice. Ils étaient deux imposteurs, deux âmes piégées par leurs propres mensonges, se faisant face au milieu des ruines de leur pacte. « Nous devons parler, » reprit Antoine, sa voix plus douce cette fois. « Vraiment parler, mais pas ici. » Il ne lui donnait pas un ordre, mais lui offrait une porte de sortie, une trêve. Son regard à elle était un mélange complexe de haine, de curiosité et d'une lueur infime de quelque chose d'autre, une fragilité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle le suivit sans un mot, quittant la chaleur feutrée du café pour le froid mordant de la ruelle. Il la conduisit vers les marches silencieuses menant au Sacré-Cœur, un sanctuaire de pierre blanche veillant sur la ville endormie. Là, sous le regard des gargouilles et des lumières lointaines de Paris, il s'arrêta. « J'ai commencé la thérapie bien avant de vous connaître, dit-il, sa voix un souffle dans l'air glacial. Je voulais démasquer les vautours qui tournaient autour de ma famille en pensant que j'étais fini. Vous étiez censé être le test final, l'épreuve ultime. Je voulais vous haïr, Amélie. Je voulais avoir une raison de vous détruire, pour prouver que j'avais raison sur la nature humaine. Et vous m'avez donné cette raison, plus brillamment que je n'aurais pu l'imaginer. J'ai savouré chaque seconde de votre plan, chaque mot que vous pensiez murmurer en secret. Mais quand Dubois vous a attaqué, quand j'ai vu votre monde s'effondrer et que vous m'avez regardé, ce n'est pas de la victoire que j'ai ressentie, mais une honte profonde. Mon silence, cette nuit-là, a été ma plus grande lâcheté. » Sa confession la frappa plus durement que n'importe quelle accusation. La colère qu'elle avait sentie monter en elle, cette fureur protectrice qui était sa seule arme, se désagrégea, la laissant nue et tremblante face à lui. « Lâcheté? Vous parlez de lâcheté » siffla-t-elle, sa voix brisée par une émotion qu'elle ne contrôlait plus. « Vous avez joué avec moi, avec ma vie, avec mon désespoir. Vous m'avez regardé me débattre comme un insecte pris dans votre toile, savourant chaque instant de ma chute. Vous avez orchestré mon humiliation publique. Ce n'était pas de la lâcheté, c'était de la cruauté pure, calculée. Vous vouliez me voir briser et vous avez réussi. Alors ne venez pas me parler de honte maintenant que votre petit jeu est terminé. » Elle recula d'un pas, comme pour se protéger de la vérité de ses propres mots, mais ses yeux restaient rivés aux siens. Un duel de souffrance où il n'y avait plus de vainqueur, seulement deux âmes meurtries par leurs propres mensonges. Il ne chercha pas à se défendre. Il accepta ces mots comme une sentence méritée, laissant sa colère se déverser sur lui sans ciller. « Vous avez raison, » dit-il doucement, et ce calme la désarma plus que tout. C'était cruel, c'était impardonnable, mais ce que je n'avais pas prévu, c'est ce que votre absence allait me faire. Le château est devenu une tombe, le silence est devenu un cri. J'ai gagné la guerre, mais je me suis retrouvé seul sur un champ de ruines. J'ai compris que vous briser ne me réparait pas. J'ai compris que la femme que j'avais espionnée, celle qui tentait de faire revivre les roses de la serre, celle qui pleurait en silence la nuit en pensant que personne ne l'entendait, cette femme-là n'était pas le monstre que je voulais qu'elle soit. Elle était aussi prisonnière que moi. Il fit un pas vers elle, réduisant la distance, son regard une supplique. « Je ne demande pas votre pardon, Amélie. Il est trop tôt. Je demande une trêve. Laissez-moi réparer ce que j'ai cassé, pas seulement pour vous, mais pour moi. » Les larmes qu'elle avait retenues si longtemps perlèrent enfin au coin de ses yeux, des larmes chaudes qui traçaient des sillons sur ses joues glacées. C'était la première fois qu'il la voyait pleurer, et cette vision d'une vulnérabilité si pure acheva de démolir les derniers remparts de sa propre colère. Il tendit la main non pour la toucher, mais comme une offre, une branche d'olivier dans le froid de la nuit parisienne. Lentement, après une hésitation qui sembla durer une éternité, elle posa sa main dans la sienne. Le contact de leur peau fut une décharge électrique, la reconnaissance de deux solitudes qui se trouvaient enfin. Leurs doigts se refermèrent l'un sur l'autre, un pacte silencieux plus fort que n'importe quel contrat. Ils ne se dirent rien de plus. Les mots étaient devenus inutiles. Le pardon n'avait pas été prononcé, mais il flottait dans l'air, dans la chaleur de leurs mains unies, sous le ciel étoilé de la ville qui avait été le témoin de leur chute et, peut-être, de leur renaissance. Il la ramena vers la voiture, sa main toujours dans la sienne, un ancrage dans le tourbillon de leurs émotions. « Nous allons retourner au château, dit-il. » Sa voix ferme mais empreinte d'une douceur nouvelle. « Mais pas comme avant. Plus de mensonges, plus de secrets. Demain, nous contacterons votre père, non pas pour lui annoncer votre échec,
mais pour lui proposer une alliance. Ma fortune, notre nom pour sauver son entreprise. Nous allons reconstruire ensemble. Ce ne sera pas facile. La confiance est une chose fragile, et nous avons passé des mois à la piétiner. Mais je veux essayer. Je veux découvrir qui nous sommes l'un pour l'autre, sans les masques, sans les armures. Je veux un vrai mariage, Amélie. Pas un accord, pas une prison dorée, un partenariat, un avenir. Il la regardait, attendant sa réponse, son destin entier suspendu à un modèle, à un signe qui lui dirait que l'espoir n'était pas entièrement mort. Elle ne répondit pas tout de suite, son regard perdu sur les lumières de la ville qui s'étendaient à leurs pieds, un tapis de diamants scintillant. Pendant un instant, elle revit tout le chemin parcouru, l'ambition froide, la peur panique, l'humiliation, la fuite. Et puis elle le regarda, lui, l'homme qui avait été son geôlier, sa victime, et maintenant peut-être son sauveur. Elle vit dans ses yeux non pas un prince triomphant, mais un homme qui lui offrait la seule chose qu'elle n'avait jamais osé désirer, une seconde chance. Elle hocha la tête, un mouvement lent et délibéré. « D'accord, murmura-t-elle, sa voix à peine audible, un vrai mariage. Dans une semaine, il se tiendrait de nouveau dans le grand salon du château, non plus pour une performance, mais pour annoncer la vérité. Le symbole de leur nouvelle union ne serait pas une bague, mais le contrat de sauvetage de l'entreprise de son père, un document qu'ils rédigeraient ensemble, ligne par ligne, la première pierre de leur avenir commun. 1 an s'était écoulé, une année entière tissée de silence réparateur et de vérité murmurée. Le grand salon du château de la Vallée, autrefois théâtre de leur humiliation, était aujourd'hui baigné d'une lumière chaude et vibrante, remplie non plus de juges, mais d'alliés. Ils se tenaient sur l'estrade non plus comme une marionnette et sa maîtresse, mais comme 2 partenaires égaux, annonçant le succès spectaculaire de la fusion entre l'empire de son père, sauvé de la ruine, et le patrimoine des Valois, revitalisé. Antoine se tenait droit, sa main trouvant naturellement celle d'Amélie, un geste simple qui disait tout de leur nouvelle alliance. Son regard ne la quittait pas, un regard où ne subsistait aucune trace de vengeance, seulement une admiration profonde pour la femme qui s'était relevée des cendres à ses côtés. La promesse faite sur les marches du Sacré-Cœur n'était plus un espoir fragile, mais une réalité solide, bâtie pierre par pierre, sur les ruines de leurs anciens mensonges, une forteresse de confiance face au monde entier. Leur quotidien s'était métamorphosé, effaçant les derniers fantômes de leur guerre passée. Le château n'était plus un mausolée de traditions figées, mais une maison vivante, résonnant de leurs rires et de leurs conversations. Les petits déjeuners n'étaient plus pris dans le silence glacial de la grande salle à manger, mais dans la cuisine ensoleillée, au milieu des parfums de café et de croissants chauds. Antoine, les jambes nonchalamment croisées, lisait les journaux financiers, commentant les nouvelles avec un humour sec qu'elle avait appris à aimer, tandis qu'Amélie, penchée sur des plans, dessinait l'avenir des vignobles du domaine. Le fauteuil roulant, symbole de leur tromperie mutuelle, avait été relégué au grenier, un artefact d'une autre vie. Même Madame Dubois, la gardienne inflexible du temple, les servait désormais avec une affection discrète, son regard s'adoucissant en les voyant échanger un contact fugace, une preuve silencieuse que le véritable héritage des Valois n'était pas dans la pierre, mais dans cette paix enfin trouvée. La serre abandonnée était devenue leur sanctuaire secret, un Éden de verre et de fer forgé où des milliers de roses, de toutes les couleurs, s'épanouissaient désormais avec une vigueur insolente. C'était là qu'ils passaient leur fin d'après-midi, les mains dans la terre, un rituel silencieux qui guérissait les dernières cicatrices. Il n'y avait plus de gants pour cacher la vulnérabilité, seulement la chaleur de la terre partagée. Un jour, en taillant un rosier grimpant, Antoine mentionna avoir croisé Dubois lors d'une réception. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, juste une distance sereine. L'homme qui avait été l'instrument de leur destruction était devenu insignifiant, un fantôme sans pouvoir face à la solidité de leur bonheur. Amélie posa sa main sur la sienne, leurs doigts entrelacés au-dessus d'un bouton de rose, et dans ce simple geste, elle comprit qu'ils avaient transformé le poison de leur passé en l'engrais même de leur amour. Leur histoire était devenue une légende dans les cercles qu'ils avaient autrefois voulu conquérir ou fuir. On ne parlait plus d'un mariage de convenance ou d'une chute humiliante, mais d'un couple puissant,
un phénix renaissant de ses cendres. Lors du bal de l'opéra, ils traversèrent la foule non plus comme des acteurs sur une scène, mais comme des souverains dans leur royaume. Un vieil ami de la famille, s'approchant d'Antoine, le félicita pour sa spectaculaire guérison. Antoine sourit, son regard ancré dans celui d'Amélie. « C'est ma femme qui m'a réappris à marcher », répondit-il, sa voix claire portant dans le silence attentif qui s'était fait autour d'eux. Il transformait ainsi son plus grand mensonge en la plus belle des vérités, lui offrant publiquement une rédemption qu'elle n'avait jamais osé espérer. Les larmes qui brillèrent dans les yeux d'Amélie n'étaient pas de tristesse, mais d'une gratitude si profonde qu'elle semblait pouvoir illuminer la nuit. Cette nuit-là, de retour dans leur chambre, la lune filtrait à travers la haute fenêtre, dessinant des arabesques d'argent sur le parquet. Ils se tenaient là, en silence, contemplant le domaine endormi sous un manteau de lumière pâle. Amélie se blottit contre lui, posant sa tête sur son torse, écoutant les battements réguliers de son cœur, la mélodie la plus rassurante qu'elle connaisse. Il caressa doucement ses cheveux, puis sortit de sa poche un petit médaillon en or ancien, simple et élégant. Il l'ouvrit pour elle. À l'intérieur, il n'y avait pas de portrait, mais une minuscule peinture d'une rose de leur serre, éclose et parfaite. « Pour que tu te souviennes toujours que même dans le sol le plus aride, la beauté peut trouver un chemin pour naître, » murmura-t-il à son oreille. Elle ferma les yeux, sentant le poids du médaillon contre sa peau, non pas comme une chaîne, mais comme une ancre, le symbole éternel de leur amour improbable et invincible. Leur histoire n'avait jamais été un conte de fées, mais la preuve que l'amour le plus puissant n'est pas celui qui naît dans la perfection, mais celui qui est forgé dans le feu de l'épreuve, reconstruit sur les fondations de la vérité et du pardon. Le château, autrefois prison de leurs ambitions respectives, était devenu le berceau de leur véritable héritage, un sanctuaire où deux âmes brisées avaient appris à se guérir mutuellement. En regardant la vallée baignée de lune, enlacés l'un contre l'autre, ils n'étaient plus le prince et l'héritière, mais simplement Antoine et Amélie. Deux survivants qui avaient découvert que la plus grande des richesses n'était pas un titre ou une fortune, mais la paix que l'on trouve dans le regard de celui qui a vu le pire de vous et a choisi de rester. Si leur voyage, de la trahison à la rédemption, vous a ému, partagez dans les commentaires le moment qui a le plus touché votre cœur et n'oubliez pas de regarder notre prochaine histoire où d'autres destins attendent d'être révélés.